de vous retrouver pour ce nouveau numéro de rencontre. 6,1%, c'est le rythme de croissance annoncé officiellement par le Bureau d'État des statistiques de Chine lors de sa conférence de presse. Le PIB chinois a atteint plus de 14 milliards de dollars et le PIB par habitant a franchi la barre de 10 000 dollars. Est-ce que cela signifie que la Chine est passée dans une autre phase de développement? Et comment la Chine va-t-elle stabiliser son économie face au ralentissement? La guerre commerciale, l'endettement, le vieillissement de la population, quelles sont aujourd'hui les épées de Damoclès de l'économie chinoise? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec notre invité. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau M. Ding Yifan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Bienvenue sur notre plateau. Alors, que dites-vous de ce chiffre de 6,1%? Je pense que dans un contexte international de ralentissement général de la croissance, la performance de l'économie chinoise est remarquable. 6%, c'est bien plus que le double de la croissance moyenne du monde, et c'est beaucoup. Et on voit que selon le chiffre publié, le PIB a atteint plus de 14 milliards de dollars et le PIB par habitant a franchi pour la première fois le 10 000 dollars. Est-ce que cela signifie que la Chine est passée dans une nouvelle phase de développement? Oh, il ne faut pas exagérer un peu les chiffres, les nombres ne sont pas tellement importants. En fait, oui, nous avons visé la barre de 10 000 dollars de PIB par tête habitant depuis un certain temps. Et si on regarde les villes chinoises, par exemple, la plupart des villes chinoises ont dépassé plus de 20 000 dollars de PIB par tête habitant. Donc, mais si on regarde, si on fait une comparaison avec le monde développé, par exemple, les pays les moins développés parmi les pays, dans le camp des pays développés, ont à peu près un PIB par habitant qui serait le double de celui de la Chine, tel le cas de la Grèce. La Grèce est considérée comme, parce que la Grèce a été les derniers entrants à l'Union européenne, donc la Grèce a été considérée comme sous-développée d'une certaine manière, mais le PIB de la Grèce est à peu près 20 000 dollars par tête habitant. Donc la Chine, jusqu'à maintenant, n'a que la moitié du PIB par tête habitant de la Grèce. Et de ce point de vue, il ne faut pas exagérer le niveau de développement de la Chine. C'est-à-dire que, en fait, selon le porte-parole du Bureau de statistiques, la Chine demeure encore un pays en développement au lieu d'un pays développé. De ce point de vue, oui. Si on prend les critères de PIB par tête habitant, bien sûr, la Chine, par rapport au PIB par tête habitant de la plupart des pays dans le monde, bien sûr, la Chine n'est pas encore au même niveau de revenus, au même niveau de PIB par tête habitant que les pays développés, par exemple. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a beaucoup de chemin à faire, mais le PIB par habitant n'est qu'un indicateur de l'économie. Il y a beaucoup de choses. D'abord, l'indicateur est résumé en dollars, de convertir en dollars, etc., etc., alors que le dollar n'est pas un standard de l'économie globale. Parce que le taux de change ce qu'on appelle des monnaies fortes, toujours plus ou moins surévaluées, alors que les monnaies des économies qui ne sont pas aussi développées sont généralement sous-évaluées. Et de ce point de vue, les organisations internationales telles que la Banque mondiale et le FMI ont inventé une autre mesure de l'économie, ça s'appelle la parité de pouvoir d'achat. Oui. Et par parité de pouvoir d'achat, l'économie chinoise, même le PIB par tête habitant, serait beaucoup plus élevé.
Alors on voit que ce qui rassure beaucoup d'analystes, c'est que cette croissance de 6,1% est dans la prévision du gouvernement chinois à fourchette entre 6% et C'est ça. 6,5%. Mais on voit que la croissance est tout plus bas depuis presque 30 ans et inférieure à celui de l'année dernière. Donc est-ce que cela est dû essentiellement à la guerre commerciale selon vous? Je ne pense pas. La guerre commerciale a joué d'une certaine manière un rôle négatif dans la croissance chinoise, mais je ne pense pas que la guerre commerciale en soi soit un facteur aussi important. Parce que nous avons fait des estimations et finalement la conclusion est que la guerre commerciale, même si elle est appliquée à la rigueur, ne pourrait affecter l'économie chinoise, la croissance de l'économie chinoise de 0 quelques pourcentage, même pas 1%. Donc ce n'est pas très important. D'ailleurs, vu le plan de développement quinquennal, car nous faisons un plan tous les 5 ans pour le 5 ans de développement, en moyenne, l'objectif est d'une croissance annuelle entre 6 et 6,5%. Comme donc 2019, c'est la 4e année. Cette année 2020 serait la dernière année du plan quinquennal, du 13e plan quinquennal. Et pendant les 3 premières années du plan quinquennal, nous avons en moyenne eu un taux de croissance supérieur à 6,5%, donc ce qui est beaucoup rapide. Donc, pendant le début du 13e plan quinquennal, l'objectif est d'arriver à un doublage de l'économie chinoise en 2020 par rapport à 2010. Si on regarde le PIB de la Chine en 2010, à l'époque, il était à peu près 40 000 milliards de yuan. Et aujourd'hui, en 2019, nous sommes approchés, on a pratiquement atteint les 100 000 milliards de yuan. Donc, c'est plus que doublé. Même si on n'arrive pas, cette année-ci, même si en 2020 on ne fait rien, l'objectif est déjà atteint. Alors, on voit qu'au début de cette année 2019, il y avait quand même beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'incertitudes parce que la conjoncture internationale a beaucoup changé. Oui. Donc, il y avait cette politique de réforme du côté de l'offre et beaucoup d'autres mesures. Donc, aujourd'hui, on a atteint l'objectif. Est-ce que ça veut dire que finalement, ces réformes ont en quelque sorte porté leurs fruits? Et quels sont les éléments qui ont contribué à cette stabilité, à cette... En fait, depuis un certain temps, les dirigeants chinois ont eu la conscience que finalement l'économie chinoise ne peut plus se baser sur un développement accéléré, c'est-à-dire 10% tous les ans, etc. Donc, dans les plans, chiffres, c'est ça, dans les plans successifs quinquennaux, dans le 11e plan, 12e plan et 13e plan quinquennaux, nous avons révisé toujours le taux de croissance vers le bas, c'est-à-dire pour le 11e plan quinquennal, le taux de croissance était fixé entre 7 et 7,5%, puis entre 6,5 et 7%, puis entre 6 et 6,5%. Donc, d'année en année, il y a toujours une prévision du taux de croissance à la baisse. C'est naturel parce que la Chine était partie d'un niveau de développement relativement bas. Et il aurait à investir davantage. Donc l'investissement était le moteur de la croissance, très important d'investir dans les infrastructures, etc., etc. Mais après, on ne peut plus investir indéfiniment dans les infrastructures. Donc maintenant, l'investissement dans les infrastructures se ralentit. Et donc la croissance ralentit, c'est normal, mais on veut
depuis le 13e et maintenant bientôt, on va commencer le 14e plan quinquennal. Et là, on vise une croissance de meilleure qualité. En dépit du ralentissement du rythme, on veut une croissance de meilleure qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une croissance qui serait beaucoup plus compatible avec l'environnement. D'ailleurs, si on regarde déjà pour le 13e plan quinquennal, nous avons entrepris beaucoup de choses pour essayer de restaurer la nature. Dans beaucoup d'endroits de la Chine, nous avons fait des efforts pour retourner, par exemple, les terres cultivées en forêt, en prairies, etc., etc. Nous avons fait dans beaucoup d'endroits de Chine, nous avons essayé de restructurer des entreprises pour éliminer complètement des entreprises polluantes et créer des entreprises technologiques compétitives. Et ça font partie du plan du développement quinquennal et ça fait partie de mesures prises par le gouvernement pour essayer de favoriser une croissance de meilleure qualité. Donc, c'est-à-dire qu'on ne s'attend plus à des plans de stimulation comme on a fait en 2008 et 2019. On n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2008, il y a 10 ans, il y a 11 ans, eh bien, l'économie ou la croissance chinoise s'appuyait beaucoup sur une exportation accélérée. À l'époque, il y a eu une demande croissante des produits chinois. Donc, l'exportation chinoise jouait un rôle principal de la croissance. Et après la crise financière de 2008-2009, eh bien, la demande extérieure est devenue stagnante, même se rétrécit. Eh bien, la Chine ne peut plus compter sur l'exportation pour tirer sa croissance. Donc ça a changé. Est-ce que ça veut dire que dans la conscience des dirigeants chinois, ils visent déjà en revue à la baisse chaque année la prévision de croissance? Est-ce qu'ils ont déjà commencé à dire qu'on va arriver à un soft landing en quelque sorte de l'économie? C'est ça. On peut appeler ça une espèce de soft landing de l'économie chinoise. Je pense que l'économie chinoise a réussi son atterrissage en douceur, c'est-à-dire que au plan quinquennal, l'objectif du taux de la croissance est baissé et le rythme de la croissance se ralentit, mais si on regarde la qualité de la croissance ou la structure de l'économie chinoise, aujourd'hui, il faudrait dire que nous avons réussi à restructurer l'économie chinoise pour l'orienter l'économie vers un développement plus sain, plus compatible avec l'environnement, qui est plus compétitive en termes d'investissement et de production. Par exemple, aujourd'hui, en termes de consommation d'énergie, nous avons réussi à réduire l'intensité énergétique. C'est-à-dire qu'on produit plus de PIB avec moins de consommation d'énergie ou avec moins de croissance de la consommation d'énergie. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ça rend la croissance chinoise plus durable. Et effectivement, on a vu que selon les données publiées avec cette croissance annuelle, on voit que le secteur des services représente plus de la moitié du PIB. Donc, est-ce que ça veut dire aussi que c'est un signe que la structure de l'économie chinoise est en train de changer? Oui. Mais dans le secteur des services, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a ce qu'on appelle le service productif. Et quand on regarde le secteur de services dans l'économie chinoise, le secteur de services productifs est en train de s'accroître beaucoup plus rapidement que le reste du secteur de services. Cela veut dire que la production chinoise est devenue plus compétitive, plus efficace. Parce que quand il y a plus de services dans la production industrielle, forcément, la production industrielle est devenue plus efficace.
plus compétitive. C'est-à-dire la productivité a augmenté. Oui, oui, il y a beaucoup de choses parce qu'il faudrait engager, par exemple, plus de logiciels industriels dans la production industrielle et ça rend la production industrielle plus efficace. Ça implique moins de pertes. Donc ça rend le processus de la production plus... on appelle ça une espèce de numérisation de la production. Dans le processus de la numérisation de la production, il est nécessaire d'impliquer beaucoup de services dans le processus de la production. Et là, on assiste à des mouvements massifs de numérisation de l'économie chinoise. Alors, comme vous avez évoqué tout à l'heure, de toute façon, on va voir le ralentissement de l'économie chinoise. Cela est devenu en quelque sorte la nouvelle normalité de l'économie chinoise. Est-ce qu'on a une inquiétude sur si l'économie se ralentit, il y aura des problèmes de chômage, il y aura des problèmes il y aura de l'entêtement ou d'autres problèmes qui vont surgir? En tout cas, jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore un problème majeur. Parce que tous les ans, selon le plan quinquennal, tous les ans, il y a un objectif de création d'emplois. En 2019, l'objectif de création d'emplois est à peu près quelque chose comme 11 millions d'emplois créés. Mais en tout cas, en fait, en 2019, nous avons créé plus de 13 millions d'emplois. Donc cela veut dire que finalement, en dépit du ralentissement de la croissance, nous avons réussi à créer plus d'emplois que prévu. C'est une bonne chose. D'autre part, il y a véritablement le vieillissement de la population crée des problèmes pour la consommation. Parce que la population du troisième âge tente à consommer moins que la jeune génération. Et ça aussi, on devrait faire plus attention pour faciliter l'économie de la population vieillissante. C'est quelque chose que nous sommes en train d'étudier pour essayer de créer plus d'activités, plus de loisirs, plus de consommation en fait pour cette population qui est devenue de plus en plus importante en Chine. Parce que selon les statistiques ou selon les critères des Nations Unies, eh bien, l'âge de la population chinoise avance assez rapidement. On va avoir plus de 200 millions d'habitants dépassant 65 ans. Donc ça crée une population vieillissante assez importante. Et donc il faudrait faire en sorte que cette population contribue aussi à la consommation, donc à la croissance de l'économie chinoise. Et c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Et d'autres problématiques, pensez-vous que l'endettement va devenir une sorte d'épée Damoclès de l'économie chinoise? En fait, le problème d'endettement n'est pas si important en Chine, en comparaison avec le reste du monde. Mais le Aussi chiffre est bien quand même, avec les pays développés qu'avec les pays émergents. Le taux d'endettement de Chine est certainement parmi les plus bas. En fait, le niveau d'endettement du gouvernement central est à peine 20%. On parle des endettements des autorités locales, parce que les gouvernements provinciaux, en 2008, ont lancé des emprunts pour accompagner le plan de relance. Le plan de relance étant un plan national. Les autorités locales, les provinces, etc., devaient accompagner le plan de relance national. Donc ils ont débloqué aussi des crédits en formulant des plateaux de financement, etc. Mais pourtant, tout compris, y compris l'endettement des autorités locales, etc., les dettes publiques chinoises ne dépassent pas 40%, ou grosso modo 40% de son PIB. De ce qui est dans les limites de sécurité et d'endettement, par exemple par le traité de Maastricht. Le traité de Maastricht avait souligné que le niveau d'endettement devait se limiter à moins de 60% de son PIB. Et la Chine est loin d'être à 60%. On parle des entreprises. Le niveau d'endettement des entreprises en Chine, où
le niveau d'endettement individuel. Parce que il y a un moment donné, les Chinois sont tentés par des propriétés immobilières. Donc, ils ont acheté beaucoup de maisons. En fait, le pourcentage de capital possédé en Chine par des citoyens chinois dépasse le niveau des pays développés. Donc, pratiquement tous les Chinois ont des propriétés immobilières. Et de ce point de vue, bien sûr, il y a un niveau d'endettement. D'une certaine manière, il y a un niveau d'endettement individuel, il y a un niveau d'endettement des entreprises. Et là, la comparaison, même avec les pays développés, est faible. Parce que dans les pays développés, les entreprises lèvent du fonds, donc ils financent leurs activités à la fois par des crédits bancaires, mais aussi beaucoup par le marché des capitaux. Donc, ils émettent des emprunts, ils émettent des actions, etc. Tandis qu'en Chine, cette partie-là est vraiment dérisoire. La totalité ou la pratique, la grosse partie des entreprises chinoises s'appuie sur le crédit bancaire, sur le système bancaire pour se financer, etc. Et c'est pour ça que le niveau d'endettement des entreprises chinoises est légèrement supérieur à celui des entreprises des pays développés. Alors, si on regarde le facteur extérieur, pensez-vous que la guerre commerciale aura un impact sur l'économie chinoise dans l'avenir? Parce qu'on a vu aujourd'hui, c'est la première phase de l'accord et beaucoup de monde se disent que voilà, c'est que le début, ça ne marque pas la fin parce qu'il y aura la deuxième phase et le président américain a réitéré que les risques sur les surtaxes n'est pas complètement levé. Donc, quel est votre point de vue? Je pense que oui, on va négocier. Il faut oublier que pour l'entrée de la Chine dans l'OMC, nous avons négocié une dizaine d'années avec les Américains et les Européens. Et là-dessus, la bonne nouvelle, c'est que nous progressons assez rapidement dans la négociation avec les Européens. Et probablement cette année, en 2020, on pourrait arriver à un accord sur le traité d'investissement réciproque avec les Européens. Ce serait une étape importante de relations économiques entre la Chine et l'Union européenne. Mais avec les Américains, je pense que la guerre commerciale va se prolonger en dépit de cette première de la signature de l'accord sur la première phase. Je pense que ça va traîner pendant une dizaine d'années aussi, avant d'arriver à un accord final sur ces frictions commerciales. Et dans quelle mesure cela va impacter l'économie chinoise selon vous? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Finalement, pas beaucoup. C'est pas un point d'inquiétude. On a regardé. Finalement, notre exportation vers le marché américain est baissée de 17% à 10%. Donc on a perdu à peu près de 7 à 8% de l'exportation et ça n'a pas beaucoup affecté l'économie chinoise. Selon des entreprises, il y a des entreprises qui sont affectées beaucoup plus sérieusement que d'autres entreprises. Il y a des régions, même Guangdong par exemple, Guangdong est la province exportatrice la plus importante de Chine. Même la guerre commerciale n'a pas tellement affecté la province du Guangdong. Ils ont trouvé d'autres moyens pour diversifier les pays récipients de l'exportation. Ils ont trouvé les moyens de transférer, par exemple, une partie de leur production dans d'autres pays pour contourner l'obstacle commercial. Et on voit que beaucoup d'investisseurs étrangers en fait attendent beaucoup à cette publication de chiffres. On voit aussi qu'une nouvelle loi sur les investissements étrangers est officiellement entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Donc qu'est-ce que cela signifie pour les investisseurs qui veulent investir en Chine et qui hésitent encore un peu sur le marché, sur le taux de croissance, sur l'avenir de l'économie chinoise? En fait, étant donné que la Chine représente une économie qui s'accroît beaucoup plus rapidement que le reste du monde,
le marché chinois reste toujours attractif. Et de ce point de vue, je pense que depuis le début de la guerre commerciale, les investisseurs n'arrêtent pas d'entrer en Chine. Si on regarde les statistiques de 2019-2018, les 2 ans de guerre commerciale, eh bien, nous avons toujours une augmentation de l'investissement étranger en Chine. En dépit d'une petite partie de l'investissement qui quitte la Chine à cause de la guerre commerciale. Il y a plus d'entrants, oui, il y a beaucoup plus d'entrants que de sorties. Il y a une petite partie d'entreprises étrangères qui ont décidé de transférer leur production de la Chine vers des pays voisins, vers le Vietnam, vers le Cambodge, dans certains cas, vers l'Inde, par exemple. Ça s'est passé dernièrement, mais en fait, les nouvelles ne sont pas encourageantes, parce qu'ils ont transféré leur production de façon à contourner la guerre commerciale. La guerre commerciale a contourné les taxes imposées par le gouvernement Trump sur l'exportation chinoise. Mais finalement, les résultats ne sont pas très encourageants. Parce que leur production, une fois transférée dans ces pays-là, ils ont voulu faire baisser le coût de production et contourner la taxe. Et finalement, comme le gouvernement Trump est difficile à saisir, est incertain, quelquefois il impose des surtaxes, non pas seulement sur la Chine, mais sur d'autres pays, sur le Mexique, sur le Vietnam, sur l'Inde, etc. Si bien que finalement, même ces pays qui ont choisi de transférer leur production vers ces pays-là, risquent d'être punis aussi du jour au lendemain par le gouvernement Trump. Donc là, du point de vue de la taxe, elles n'ont pas gagné beaucoup. Même sur le coût et la qualité de production, elles ont beaucoup perdu. Franchement, beaucoup d'entreprises se plaignent qu'en Inde ou dans les pays voisins de Chine, elles ne trouvent pas la main-d'œuvre de la même qualité que celle de Chine et l'efficacité de travail ou le processus administratif prend beaucoup plus de temps. En plus, donc, en tout compte fait, elles n'ont pas beaucoup gagné de ce point de vue-là. Et en plus, cette nouvelle loi est une bonne nouvelle pour les investisseurs parce qu'il y a beaucoup de processus d'administration. Oui, ça montre que la Chine est devenue beaucoup plus ouverte dans beaucoup de domaines, des domaines qui étaient sous l'approbation est devenu complètement libéralisé. Maintenant, si vos activités ne sont pas ouvertement énumérées par la liste indicative, vous êtes permis d'investir en Chine sans autorisation. Donc ça facilite beaucoup le processus d'investissement en Chine. Puis il y a l'efficacité. Donc tous les autres pays les entreprises veulent profiter de l'efficacité et du marché chinois. Mais de plus en plus, les entreprises spécialisées dans la manufacture compliquée et complexe veulent venir investir en Chine. Parce que c'est là on trouve les moyens les plus efficaces pour la production industrielle. Alors, je vous remercie, M. Ding Fan, merci pour vos analyses. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.